Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et au sommaire, aujourd'hui, nous intéressons d'abord à l'image de la semaine, ce meurtre d'un responsable d'un centre d'accueil pour migrants à Pau. Puis nous reviendrons sur l'islamo-gauchisme, cette notion, réalité ou déni. Nous reviendrons ensuite sur l'actualité médiatique de la semaine dans notre traditionnelle revue de presse et nous conclurons en nous intéressant à la manifestation de Génération Identitaire. Immédiat numéro 337, c'est parti. Et pour commencer cette émission, eh bien c'est l'image de la semaine. Et Jean-Yves, cette image, c'est cette mosaïque de une au lendemain du meurtre du directeur du pôle asile du centre d'accueil des demandeurs d'asile de Pau. Oui, alors cette mosaïque de une, c'est François Dessouche qui l'a réalisée. Ce sont les unes de toute la presse régionale, ou de l'essentiel de la presse régionale. Il y en a 24, si je compte bien. Et aucune ne met en une cet événement quand même tout à fait exceptionnel qui est le massacre, on peut dire, 7 coups de couteau, 13 coups de couteau d'un responsable d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile par un demandeur d'asile débouté du droit d'asile qui aurait dû partir, comme a dit M. Darmanin, il n'aurait pas dû être là. Bah oui, il était là, il l'a tué. Et donc, rien dans la presse régionale. Or, c'est un événement de la presse régionale. Alors, pas tout à fait rien dans la presse régionale de Sud-Ouest, c'est-à-dire à Pau. Dans le régional de Pau ou le départemental de Pau, il y a quand même la mention de l'événement renvoyée en page 6. C'est évidemment le traitement de l'information. Vous imaginez s'il avait été tué, si cet homme avait été tué par un adversaire de l'invasion migratoire. Oui, là, ça aurait été la une logitée. Là, c'est tout à fait autre chose. Ouais. Bon, mais il est mort quand même. Ouais. Il est mort quand même. Et finalement, c'est l'occultation, en fait. C'est l'occultation, mais je me répète, mais il faut se répéter, la principale forme de désinformation, c'est la désinformation par occultation. Passons au premier sujet, islamo-gauchisme, une réalité malgré le déni. Alors nous avions évoqué brièvement ce sujet la semaine dernière, on va y revenir plus en longueur puisque la polémique médiatique s'est amplifiée. On le rappelle, c'était sur CNews la semaine dernière, Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui, dans l'émission de Jean-Pierre Elkabbach, avait parlé d'une enquête visant l'islamo-gauchisme dans les universités, tollé chez de nombreux universitaires, avec par exemple le CNRS qui s'était fendu d'un tweet déclarant que l'islamo-gauchisme n'est pas une réalité scientifique. Et on va s'intéresser au traitement médiatique de cette affaire avec d'abord un extrait d'une émission de BFM TV. Car islamo-gauchisme, déjà, l'expression, elle vient de l'extrême droite. Nicolas Offenstadt dénonce un terme vague et sans contenu qui ne correspond absolument à rien. Il part d'heures sombres et beaucoup sont d'accord. En effet, l'expression rappelle 1940, quand un titre Paris Soir appelait à débarrasser l'université de l'emprise judéo-maçonnique. Et Gaël de soupirer sous cette comparaison qu'apparemment taper sur les élites intellectuelles en les associant à un terme qui fait peur, surtout à l'approche d'une élection présidentielle. Le populisme fait toujours recette. J'adore la conclusion des présidents d'université, donc j'en ferai aussi la mienne. Élevons le débat, dit la CPU. Si le gouvernement a besoin d'analyse, de contradictions, de discours scientifiques étayés pour l'aider à sortir des représentations caricaturales et des arguties de café du commerce, bim, les universités se tiennent à sa disposition. Le débat politique n'est pas par principe un débat scientifique. Il ne doit pas pour autant conduire à raconter n'importe quoi. Voilà qui est dit. Merci. Alors cette vidéo est assez exceptionnelle, je trouve. Parce que on voit à chaque instant la hargne militante de ce personnage, Benoît Galleret, qui se présente comme journaliste, effectivement, mais qui est dans la hargne militante et qui reprend tous les arguments de langage
de ceux qui contestent la thèse de l'islamo-gauchiste, c'est-à-dire des islamo-gauchistes. Alors qu'est-ce qu'on a dans les éléments de langage? On a d'abord le point Godwin. Ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, parce que toute l'histoire se ramène à ce qu'il y a eu il y a 80 ans. Avant, il n'y a rien eu. Après, il n'y a rien eu non plus. Là, c'est le point Godwin. Ça permet d'évacuer une vraie question. Et puis, il n'y a pas que cela. On nous dit le terme n'est pas scientifique. On nous dit le terme vient de l'extrême droite. Eh bien, c'est précisément deux mensonges, puisque le terme a été utilisé pour la première fois par Pierre-André Taguieff, chercheur, directeur de recherche au CNRS. Il a utilisé ce terme en 2002, donc il vient du CNRS, désolé. Alors, est-ce que c'est de la science? Est-ce que c'est de la science molle? Peut-être, mais directeur de recherche au CNRS, est-ce qu'il est d'extrême droite? Ben non, pas de chance. C'est un militant de gauche chevènementiste, sur le plan de ses opinions. Donc, toute une série de mensonges, mais alors assénés avec une force incroyable, une hargne incroyable. On est dans le militantisme pur. On est dans le militantisme pur, sur BFM. Ouais, sur BFM. Et on va se rendre sur France Inter, où là encore, on a un invité qui nous parle de l'islamo-gauchisme pour nier l'existence de ce phénomène. Parce que dans les années 30, l'université était soi-disant gangrénée par les judéo-maçonniques. Donc on voit bien qu'à chaque époque, il y a eu un moment, c'était ennemi de l'intérieur, qui est fabriqué autour d'un terme générique qui ne veut pas dire grand-chose, mais dans lequel, par contre, on sait très très bien qui va être visé à un moment. L'important, c'est d'arriver à prendre toute la mesure, aujourd'hui, de tous les débordements qui peuvent exister pour arriver à trouver une sorte de cheminement avec, oui, des nouvelles idées. La question sociale ne doit pas être abandonnée. La question de la race ne doit pas non plus être invisible. La question du colonial, oui, elle bouleverse nos sociétés parce qu'on la redécouvre. Mais c'est aussi une histoire générationnelle qui est en train de se passer. Alors, qui c'est ce Blanchard? C'est Pascal Blanchard. C'est un historien médiatique, c'est-à-dire qu'il est invité à proportion de son conformisme médiatique. Donc il est pour la repentance, décolonialiste, islamophiles, j'en passe. Bon voilà, c'est pour ça qu'il est invité. Alors il parle beau avec la chemise ouverte, un petit peu à la BHL, quoi. Voilà, il y a un petit peu de cinéma. Il ne dit pas que des choses inintéressantes d'ailleurs, parce qu'il reconnaît qu'il y a quand même un mouvement des idées. Oui, mais tout en niant quand même que ça s'appelle islamo-gauchisme. Tout en niant que ça s'appelle islamo-gauchisme. Un peu facile. Et tout en reconnaissant que c'est aussi un phénomène générationnel. Et ça, c'est un phénomène. C'est intéressant de dire que c'est un phénomène générationnel, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a davantage de musulmans et d'islamistes dans les jeunes générations que dans les générations plus anciennes. Ça s'appelle tout simplement, ils n'utilisent pas le mot, mais ça s'appelle tout simplement le grand remplacement. C'est-à-dire qu'il y a une population nouvelle et qui est très forte dans les universités, puisque dans les universités, il y a plusieurs centaines de milliers d'étudiants étrangers, généralement dans des facs plutôt effectivement sociales ou autres. Ils ne font pas forcément de la recherche en physique fondamentale. Et donc, dans ces centaines de milliers d'étrangers, il y a beaucoup de musulmans. Et il y a aussi beaucoup de musulmans parmi les étudiants de nationalité française. C'est tout simplement, encore une fois, le grand remplacement. Donc, il y a une base sociologique à l'islamo-gauchisme dans l'université. C'est une clientèle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sa présence à la matinale de France Inter a interpellé. Sur Twitter, Hugues Seraf, qui est journaliste, a déclaré « Matinale particulièrement inintéressante et inéclairante sur l'islamo-gauchisme sur France Inter. Deux intervenants qui disent la même chose, ça ne fait pas un très bon débat. » Non, l'objectif précisément n'est pas de faire de débat, c'est d'asséner la vérité politiquement correcte du moment. Et la vérité politiquement correcte du moment, c'est qu'il n'y a pas d'islamo-gauchisme. Alors, précisément parce qu'il y en a. Sur France Inter, parfois, il y a du débat. Quand il y a quelqu'un de droite qui est invité, il débat avec les journalistes qui ne sont pas de son avis. Donc, c'est le seul moyen d'avoir du débat sur France Inter. C'est pendant les campagnes électorales, des choses comme ça. C'est ça. Alors, on va changer un petit peu de média. On va aller sur France Info, où le président de la Sorbonne était invité à s'exprimer sur l'islamo-gauchisme. Et j'ai d'abord cru même, connaissant Frédéric Vidal, que c'était une phrase sortie de son contexte. Et puis j'ai écouté l'interview sur CNews, il faut déjà aller sur CNews, et ça a duré 4 minutes et demie, donc c'était une intervention délibérée.
C'est une notion floue, on va essayer de le définir en quelques mots, si vous voulez bien. L'islamo-gauchisme, c'est faire preuve, disons, de complaisance pour l'islamisme, en tout cas refuser de dénoncer l'islamisme radical pour ne pas stigmatiser l'islam tout court. Il n'a aucune réalité aujourd'hui, nulle part à l'université. Enfin, pour savoir si quelque chose est une réalité, il faudrait déjà le définir. C'est ce que j'ai tenté de faire en quelques mots. Non, j'ai bien compris, mais l'islamo-gauchisme, c'est en fait un terme qui est absolument peu précis, qui est issu des milieux de la droite extrême. Et moi, si, c'est issu, ça a été repris par d'autres, mais c'est issu des milieux de la droite extrême. C'est repris par certains députés LR qui voudraient interdire l'enseignement de certaines disciplines à l'université. On se croirait dans l'ancienne Union soviétique. Et moi, ça me fait davantage penser au slogan du XXe siècle dénonçant le judéo-bolchevisme. Donc on accole deux mots qui font peur pour ne pas définir la réalité d'un process. Il y a une orientation de ce gouvernement qui va draguer des secteurs de l'opinion publique dans des endroits assez nauséabonds. Et je crois que toute cette séquence est assez préoccupante. On est en train, avec ces interventions gouvernementales successives, de se retrouver dans le camp de la Hongrie et de la Pologne en Europe. C'est assez grave. Les gouvernements polonais et hongrois commencent à intervenir dans la vie interne des universités pour limiter le droit de la liberté académique. Blanquer, Viktor Orban, même combat. À ce point-là, franchement. Pas encore. Alors là, il y a deux choses. Bon, d'abord, évidemment, on invite quelqu'un qui va lutter contre la thèse de l'islamo-gauchisme. Bon, mais après tout, c'est un président d'université, c'est le président de la conférence des présidents d'université, c'est pas anormal. Le journaliste fait plutôt, Marc Foll, plutôt bien son travail d'ailleurs. Il est de France Info, mais il donne une définition de l'islamo-gauchisme. Qui est la bonne définition et il interroge plutôt bien ce président d'université. Là où c'est grave, c'est que ce personnage qui se pare de l'autorité scientifique, d'abord, il reprend les éléments de langage, et je te fais un coup de poing Godwin, et je t'explique que c'est une invention de l'extrême droite, ce qui est faux, on vient de le démontrer, puisque ça vient de chez Taguieff, chercheur au CNRS, il explique que c'est pas scientifique, bah si, ça vient d'un scientifique, science molle peut-être, mais quand même. Et donc, c'est assez stupéfiant de mauvaise foi, mais encore une fois, c'est sa clientèle. Ouais. Une partie de la clientèle des universités, ils vivent finalement. Une partie de leur clientèle, c'est le monde musulman, donc ils en tiennent compte. Comme les maires, ils vont financer un centre culturel musulman, une mosquée, parce que c'est des clientèles. On est dans un système indépendamment de l'aspect idéologique. L'islamophilie, l'islam, ce sont des victimes. Indépendamment de l'aspect idéologique, il y a l'aspect clientèle. Mais ce qui est dingue dans cette interview, c'est que le président de l'université, il évite de répondre à la question en disant « mais on ne peut pas définir ce terme ». Et le journaliste dit « si, je viens de le définir ». Mais il ne répond pas, et c'est là où il convoque les heures les plus sombres, et même le diable Orban. Oui, alors de toute façon, on va refaire un petit cours de diabolisation, de dédiabolisation. Dès que quelqu'un évoque les heures les plus sombres, le point Godwin, c'est qu'il n'a pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument. Vous dites, vous aimez les chiens, Hitler aimait les chiens. Voilà, c'est terminé. Mais c'est fou. Le point Godwin, voilà. C'est vraiment ça, parce que le journaliste Marc Fauvel lui pose une vraie question. Est-ce qu'il y a ça à l'université ? Il pourrait dire non, mais il ne peut pas le dire non plus. Donc il est obligé, mais il ne peut pas dire oui non plus, parce qu'il est un peu pris. Donc du coup, il est obligé de dire oui, mais ça serait comme être comme Orban. Enfin, c'est vraiment de l'évitement incroyable. Alors, il y a eu quand même des médias qui ont donné la parole à d'autres personnes qu'à des personnes qui nient l'islamo-gauchisme. On a, par exemple, sur CNews, Gilles Kepel, qui a été interrogé par Laurence Ferrari. Alors, je crois que le phénomène existe. Personnellement, je l'ai constaté moi-même et j'ai vu comment, par exemple, et c'est tout à fait paradoxal, l'effondrement des études arabes. On voit une inflation d'études, un peu comme ce qu'était la pensée prolétarienne à l'époque du stalinisme, si vous voulez, qui vont, au lieu d'analyser la société et de la décrire, produire de l'idéologie. Alors ça sera les séminaires interdits aux Blancs, la dénonciation des autres comme des koufars, etc. Mais ça existe, tout ça. Bien sûr, qui me semblent être des éléments idéologiques tout à fait dommageables. Oui, alors Gilles Kepel, c'est aussi... on peut dire un scientifique en sciences sociales, c'est un normalien,
Il a été lui aussi chercheur au CNRS. C'est d'ailleurs quand il était chercheur au CNRS qu'il a réalisé un livre important à l'époque et qui reste important, qui est un livre de 1987 qui s'appelle « Les banlieues de l'islam ». Donc il a vu le problème, il étudie le problème et il l'étudie avec une certaine lucidité. Et lui nous dit « bah oui, c'est une réalité ouais. ». Voilà. Alors, autre média qui a fait son boulot, Marianne, qui est revenu sur l'origine du terme avec un entretien en 3 parties avec Pierre-André Taguieff, qui donc revient sur la genèse de ce terme, en parlant au début des années 2000 de la désignation d'une alliance militante de fait entre les milieux islamistes et les milieux d'extrême gauche au nom de la cause palestinienne, en parlant également du fait qu'aujourd'hui, les islamo-gauchistes sont des gauchistes qui s'avèrent islamophiles pour diverses raisons. L'islam serait à leurs yeux la religion des pauvres ou des exclus, et les musulmans seraient les victimes d'un racisme d'État. Donc on voit qu'il y a une définition qui existe. Il y a une définition, il y a une étude, il a publié beaucoup d'ouvrages, Taguieff, y compris entre guillemets sur la nouvelle droite, sur entre guillemets l'extrême droite. Il a publié beaucoup d'ouvrages qui sont de ton universitaire, ouais. Y compris quand il a défini en 2002 l'islamo-gauchisme, il le décrit, on peut dire que c'est un terme polémique peut-être, mais oui, il le décrit en termes universitaires. Il a un langage universitaire. Ouais. Et encore une fois, on l'a dit, il est plutôt chauvet-mentiste, donc voilà, il devrait être béni des dieux. Alors malgré les dénégations de nombreux observateurs un petit peu gênés, eh bien Jean-Yves, les Français semblent convaincus que l'islamo-gauchisme, ça existe, puisqu'il y a un sondage IFOP fiducial pour CNews et Sud Radio qui a été publié récemment, et qui démontre que 6 Français sur 10 estiment que l'islamo-gauchisme est un courant de pensée répandu en France, et ce, même au sein de la gauche. On va le voir avec Frédéric Dabi sur CNews. Ce qui me frappe, c'est que presque un sympathisant de gauche sur 2 considère que c'est une réalité. Mais c'est surtout les sympathisants de droite et du Rassemblement national qui sont les plus nombreux à voir ce concept comme un concept répandu. Il y a un clivage aussi générationnel. Ce sont les plus jeunes qui sont les moins nombreux à voir l'islamo-gauchisme comme une réalité. Mais en tout cas, les Français donnent raison de ce point de vue-là à Frédéric Vidal. Oui, alors 2 choses très intéressantes. 1, la moitié des sympathisants de gauche croient que ça existe. 2, il y en a un peu moins qui le croient chez les jeunes. Il y a 2 explications. Il y a effectivement un matraquage de propagande qui est un peu plus fort auprès des jeunes. Et puis il y a le fait qu'aussi, chez les jeunes, phénomène du grand remplacement, il y a un certain nombre, il y a une proportion de musulmans plus importante que dans le reste de la population. Voilà, c'est un phénomène, quand on dit phénomène générationnel, c'est du jargon technocratique pour qualifier ce que Camus appelle le grand remplacement. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que malgré les dénégations de certaines élites politico-médiatiques, les Français semblent convaincus que l'islamo-gauchisme est une réalité. Passons à la revue de presse. Et pour commencer cette revue de presse, eh bien, dirigeons-nous vers les États-Unis, Jean-Yves, où le nouveau président Joe Biden, brillamment élu, comme on pourrait, si on en croit les médias, fait donc ses premiers pas. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est le fameux 2 poids 2 mesures, puisque des nouvelles infrastructures pour enfants migrants ont été ouvertes donc sous ce régime Biden. Et on se souvient que quand c'était sous l'administration Trump, on parlait de cages pour les enfants, mais là, le Washington Post parle plutôt d'infrastructures. Oui, c'est absolument la même chose, c'est-à-dire des algécos, des algécos à l'américaine. Donc, dans un cas, c'est des facilités. Ouais. Avec Biden, c'est quand même mieux. Et avec Trump, c'est des cases. En gros, c'est des algécos, quoi. Voilà. Bon, c'est le 2 poids 2 mesures, ça a été très... Ils sont très mignons, nos journalistes. Ils sont très mignons, je trouve. C'est caricatural, on en rigole, mais ceci étant dit, c'est de la propagande pure. Oui, mais si on n'en rigolait pas, on serait désespéré. Oui, c'est vrai. Voilà, on l'aurait reconnaissant de leur drôlerie. On va garder le sourire. Et autre chose aux États-Unis, Joe Biden qui a insinué que les violences de la Chine envers les Ouïghours, les musulmans ouïghours, sont dues à des normes culturelles différentes.
Oui, bah ça se passe pas très bien entre les musulmans et les Chinois. Alors il y a le problème des Ouïghours, au Xinjiang, qui est la partie la plus à l'ouest de la Chine. Ça se passe pas non plus très bien à Paris, à Belleville ou dans le 13e, entre les communautés chinoises et les communautés musulmanes. Ça se passe pas toujours très bien non plus. Mais c'est deux cultures très différentes, c'est vrai. Mais en tout cas, Biden a raison. Biden a raison. Oui, mais ce qui est incroyable, c'est que si Trump avait dit quelque chose de cet ordre-là, on l'aurait tout de suite accusé de racisme anti-musulman, etc. Oui, bah voilà, Biden, c'est Biden. On lui pardonne beaucoup les choses. On lui pardonne beaucoup. Alors, l'une des actualités médiatiques de cette semaine, c'était il y a tout juste une semaine, Jean-Yves, jeudi à midi, le 13h de TF1 qui n'a pas pu avoir lieu pour un problème technique. Oui, alors, c'est un problème technique, un changement, une mise à jour informatique quelques heures ou quelques minutes avant le JT. Bon, c'est une drôle d'idée. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est un peu comme une panne de la SNCF, si vous voulez. C'est-à-dire que TF1 a confié des travaux à un sous-traitant, qui a lui-même confié les travaux à un autre sous-traitant. Et à la fin, le système, c'est la déresponsabilisation, c'est un peu la tiers-mondisation. Donc, après avoir atteint la SNCF, les pannes à répétition, maintenant, c'est TF1. C'est quand même assez extraordinaire quand on pense que pour faire le journal de TF1, il y a 800 personnes qui sont trouvées mises en chômage technique, là, tac, d'un seul coup. Et 800 personnes, ça fait 797 de plus que pour Immédiat. Allons. Donc c'est pas mal. Et nous, on essaye toujours d'être à peu près à la même heure, même si ça nous arrive parfois un petit peu de décaler, mais on n'a pas la même équipe. On va passer à une personnalité médiatique française, Jean-Yves, qui a passé une sale semaine, clairement. Oh. Il a passé son temps à s'excuser. C'est Michel Simès, le médecin généraliste habitué des plateaux. Oui, et de Paris Match. Oui, enfin je dis généraliste, mais je crois qu'il était plutôt spécialiste. Mais bon, le médecin, mais généraliste puisqu'il se prononce sur tous les sujets. Donc voilà. Oui, qui avait fait la une de Paris Match récemment. Et bien là, il a passé son temps à s'excuser. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a d'abord fait son mea culpa sur le Covid, ce qui est honnêtement tout à son honneur. Il a notamment déclaré au Monde « Le jour où je me suis rendu compte que je ne savais pas, j'ai quand même fait comme si je savais. » Bon. Excellent expert. Excellent expert. C'est la définition même de l'expert médiatique. Mais franchement, il faut avouer qu'au moins il le reconnaît. Oui. Il y en a plein d'autres qui ne le reconnaissent pas et qui ont le même niveau d'expertise. Et ensuite, il a admis avoir régulièrement repris ce que disaient les autorités, parfois à tort. Mais alors là, honnêtement, il y est quasiment obligé. Puisque vous savez que notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, si vous ne reprenez pas ce que disent les autorités, vous êtes censuré. Oui, on en a fait l'expérience. On en a fait l'expérience nous-mêmes. Donc à la limite, il reprenait. Il y a eu toute une série de consignes en matière sanitaire. Vous reprenez ce que disent les autorités. Alors, évidemment, les autorités. Lui, c'est plutôt par. Alors lui, peut-être. Parce qu'il ne savait pas et donc du coup, il a pris l'avis des autorités. Puis c'est quand même plus confortable si on veut être invité. Dans les grands médias dominants, il faut mieux reprendre, sur le Covid en particulier, là il faut mieux reprendre l'avis des autorités, sinon vous n'êtes plus invité non plus. Ouais. Pourquoi les gens qui sont invités se trompent ? Parce que quelqu'un qui ne se trompe pas risque d'être censuré. Ouais. Et voilà. Et donc, qui surnage, qui survit ? Celui qui reprend sans réfléchir ce que disent les autorités. Comme ça, il est tranquille. Alors, Michel Simès ne s'est pas excusé que sur le Covid, mais aussi sur un plagiat. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une chronique qu'il a réalisée. Il aurait réalisé pour RTL, qui était en fait le plagiat d'un texte d'un autre journaliste. Et donc, face à la bronca, eh bien, Michel Simès a été obligé, une nouvelle fois, de présenter ses excuses. Ah, quelle semaine, quelle semaine. Franchement, c'est pas évident pour lui. Alors, sur un tout autre sujet, Valeurs Actuelles nous l'apprend. Malgré 4 condamnations, dont une pour apologie du terrorisme, la justice refuse de retirer le statut de réfugié à un migrant tchétchène. Alors, c'est tout à fait étonnant. Le Conseil d'État a quand même jugé nécessaire de publier un communiqué pour justifier sa décision, en disant qu'on ne pouvait retirer le statut de réfugié que s'il était condamné pour crime, ou s'il était condamné
pour un délit particulièrement grave pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Bon. Et donc, il s'excuse. Ça n'en reste pas moins étrange. Bah oui. Pourquoi ? D'abord, c'est tout à fait contraire à tous les éléments de sécurité, puisqu'on abrite sur notre territoire des étrangers qui présentent une menace. Et puis, c'est quand même tout à fait contraire à la philosophie traditionnelle du droit d'asile, sur lequel on pouvait accorder le droit d'asile à quelqu'un de persécuté ou susceptible de persécuté dans son pays, à une condition, c'est qu'il ne fasse pas de politique dans le pays d'accueil. Alors là, non seulement il fait de la politique, mais il fait de l'apologie de terrorisme. Ah oui, c'est quand même mais énorme. Bon, pour le Conseil d'État, pas de problème. Enfin, c'est assez incroyable. Enfin, j'ai du mal à le comprendre. C'est très étonnant, le Conseil d'État, parce que par contre, quand il est saisi d'affaires sur les atteintes aux libertés pour la dictature sanitaire, là, il oublie de protéger les libertés. Ou même, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est lui qui va être saisi pour la dissolution de Génération Identitaire. Oui, mais ça, on ne sait pas ce qu'il va dire. Non, on ne sait pas encore, mais... ça sera intéressant de voir. Je ne suis pas certain que la mensuétude soit la même pour Génération Identitaire que pour les terroristes. Ce sera intéressant de voir, puisque, en gros, on peut avoir le statut de réfugié et le garder, sauf si on est condamné pour crime. Mais alors, est-ce qu'on peut être dissous sans avoir été condamné pour un délit ? Ce sera intéressant de répondre à cette question. C'est incroyable. Mais en anarcho-tyrannie, qui est le régime actuel, c'est-à-dire la tolérance totale pour ce qui détruit les institutions et la répression totale pour ce qui tend à défendre l'identité, tout est possible. Alors, on va passer à un sujet réseaux sociaux, Jean-Yves, puisque Marion Maréchal et Jordan Bardella ont vu leur page Facebook menacée d'être supprimée, tout simplement, pour avoir partagé un message de soutien à Génération Identitaire. Alors, la tentation des médias sociaux, des réseaux sociaux de censurer est toujours plus forte. Bon. Et là, donc, on est dans une censure qui est assez intéressante, puisque c'est un mot qu'il est interdit de prononcer. C'est-à-dire, il y a une manifestation, c'est un problème factuel. Ouais. Il y a une manifestation de soutien à Génération Identitaire. Eh bien, on n'a pas le droit, sur Facebook, d'utiliser le mot. C'est orwellien au dernier degré. Orwellien au dernier degré. Une limite quand même, je crois bien, sera vérifiée, mais que les manifestations d'opposition à Génération Identitaire, notamment des événements Facebook, étaient, eux, autorisés. Je crois qu'il y a eu aussi des censures. Ah, aussi, okay. Oui, parce que si on confie ça à un moteur de recherche, enfin un robot, ouais. Il peut ne pas bien distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. Alors, bon, on sait que Facebook, c'est M. Zuckerberg. Ils n'hésitent pas à censurer le président des États-Unis ou l'ancien président des États-Unis. Donc, ils peuvent aussi censurer Jordan Bardella ou Marion Maréchal, c'est sûr. Intéressant quand même de voir qu'ils ont remis très rapidement les comptes en activité. Oui. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas accepter la censure sans la dénoncer et sans mettre en cause les censeurs. En l'occurrence, là, le patron de Facebook Europe en France, c'est M. Soli, l'ancien préfet de M. Sarkozy, marié à Caroline Roux, journaliste macroniste. Bon, il ne faut pas hésiter à dire qui sont les censeurs, et ça fait un peu réfléchir les censeurs. Et là, donc, Marion Maréchal, comme Jordan Bardella, ont retrouvé leur compte Facebook, assez rapidement. Et Jean-Yves, je me permets, je viens de vérifier à l'instant, et l'événement d'opposition à Génération Identitaire avait bien le terme Génération Identitaire dans le titre de cet événement qui était maintenu. Alors ça, c'est encore plus fort, puisque ça veut dire que ceux qui mobilisaient contre l'événement bénéficiaient du réseau social, et ceux qui mobilisaient pour l'événement n'avaient pas accès au réseau social. C'est incroyable. C'est fabuleux, quoi. C'est vraiment incroyable. C'est fabuleux. C'est l'alliance du sarkozysme et des antifas, là. C'est exactement ça. Il faut appeler les choses par leur nom. Ouais, c'est assez incroyable. On va conclure cette revue de presse en riant un petit peu, on va finir dans l'humour, avec France 2 qui va proposer une soirée rire contre le racisme. Une vingtaine d'humoristes auront pour défi de rire de tout, le 16 mars, Jean-Yves. Oui, alors apparemment c'est au Cirque d'hiver. Ça risque de pas être drôle en fait, parce que rire de tout, alors là... Alors je note que parmi les organisateurs, il y a SOS Racisme et l'Union des étudiants juifs de France. Je les ai rencontrés assez récemment.
au procès à la 17e chambre correctionnelle de Renaud Camus pour un tweet. Je lis le tweet. On ne peut pas me censurer, je précise, à YouTube pour délit d'opinion, puisque la 17e chambre correctionnelle a considéré qu'il n'y avait pas de délit, en l'occurrence, de délit d'opinion. Je lis le tweet. Une boîte de préservatifs offerte en Afrique, c'est 3 noyés de moins en Méditerranée, 2 cellules de prison libérées et 3 cm de banquise préservée. Bon. C'est un tweet un peu décalé, un peu humoristique, mais qui n'a pas fait rire du tout. SOS Racisme et l'Union des étudiants juifs, qui se sont portés partie prenante au procès, et même la présidente de l'Union des étudiants juifs est venue parler, c'est un peu ridiculisé, la malheureuse, mais bon, passons. Mais ça faut faire rire malgré soi. Oui, elle a beaucoup fait rire d'ailleurs, tout à fait, elle a beaucoup fait rire. Bon, alors, je veux dire, qu'ils ne viennent pas dire qu'ils sont pour le rire pour tout. Non, ce sont les censeurs, enfin, c'est vraiment absurde, évidemment, qu'ils ne vont pas rire de tous les sujets, c'est clair et net. On note quand même que cette soirée a pour vocation d'amener, à travers l'humour, le plus grand nombre de téléspectateurs à être sensibilisés à la lutte contre les discriminations. Ah, c'est plutôt ça le sujet. Hein. Voilà. Petite soirée de rééducation. Ouais, c'est exactement ça, par le rire. Passons au deuxième sujet, la manifestation de Génération Identitaire. Ce samedi avait lieu à Paris une manifestation en soutien à Génération Identitaire, menacée de dissolution par Gérald Darmanin et Emmanuel Macron, il ne faut pas l'oublier. Et Jean-Yves, nous étions sur place. Il y avait aussi d'ailleurs des téléspectateurs d'Immédiat qui étaient sur place, on les salue. Et Jean-Yves, du coup, cette manifestation, qu'en avez-vous pensé ? C'était une belle manifestation, avec pas mal de monde finalement, beaucoup de jeunes. Le monde, il a été un peu minoré, y compris dans les médias plutôt favorables. Moi, j'ai évalué à 2000. Les organisateurs ont annoncé 3000. Et la police, quand même pas du genre à faire des cadeaux, a annoncé 1500. Alors, on peut dire que c'est beaucoup, c'est peu. C'est beaucoup pour les manifestations identitaires. C'est beaucoup plus important que toutes celles qu'ils avaient pu faire avant. Il est vrai que c'était une manifestation de soutien. Et il y a eu un certain nombre de personnalités extérieures qui sont intervenues. Oui. Je pense à Jean-Frédéric Poisson, je pense à Florian Philippot, à Jean Messia ou à Charles Gaffe, par exemple. Une belle manifestation avec beaucoup de jeunes. Et puis il y a eu les intervenants, bien sûr, de Génération Identitaire, dont Thaïs. Bon, belle manifestation. Oui, ça s'est bien passé malgré les... Qui s'est bien passé. Malgré les attaques un peu d'antifa, malgré quelques petits antifas à l'extérieur qu'on cherchait à perturber la manifestation, ça s'est quand même très bien passé. Alors, il y avait des médias, évidemment, Jean-Yves, à cette manifestation, et il y a un détail qui était amusant à noter, c'est qu'ils n'avaient pas les couleurs des médias qu'ils représentaient. Si TV Liberté avait sa bonnette. Oui, c'est vrai. TV Liberté avait et Boulevard Voltaire également. Et Boulevard Voltaire également. Bon, ceci étant, quand ils se sont trouvés au milieu des antifas, c'était pas forcément la bonne bonnette. Mais tout le monde s'en est bien sorti. Les autres ont retiré leur bonnette, tout à fait à tort, parce qu'ils n'auraient été agressés par personne. Exactement. Bon, après tout, ils ont le droit d'avoir peur. Hein. Non, mais justement, c'est marrant parce qu'en fait, ils ont pris un peu cette habitude à l'époque des Gilets jaunes où les journalistes n'étaient pas en odeur de sainteté. Non, on peut comprendre. Et ils l'ont fait également dans les manifs d'extrême gauche où il y a de la violence, etc. Et donc là, ils ont gardé ça en se disant, ça se trouve, il va y avoir de la violence contre nous, mais en fait, il n'y avait aucun risque. D'ailleurs, ils n'ont jamais été chahutés ni rien. Très bien, mais on vit dans une société masquée. Alors, on porte le masque et on masque son appartenance à telle ou telle chaîne de télévision en supprimant la bonnette. Alors, le traitement médiatique a été à analyser. On va voir ça ensemble. Tout d'abord, il n'y a pas eu de JT qui ont évoqué cette manifestation. Et ce qui est amusant, c'est que des deux côtés de l'échiquier politique, eh bien, ça a été critiqué. On va prendre d'abord le tweet de Nassira El Moadem, qui est une journaliste plutôt côté extrême gauche, qui tweet « Vous savez à quoi on reconnaît la banalisation de l'extrême droite dans notre pays ? 0 seconde de la manifestation de Génération Identitaire dans les JT de TF1 et France 2. Ça dit beaucoup à quel point nous nous sommes habitués et c'est effrayant. » Alors de l'autre côté de l'échiquier politique, on a Jean Messia. Pour les manifs de clandestins organisés par la Fange Insoumise ou celle du gang Traoré, le Gotha médiatique se déplace pour faire propagande de ces exhalations haineuses. Mais pour la manif de Génération Identitaire, pas un mot. Alors ce qui est amusant, Jean-Yves, c'est que les deux critiquent cette couverture médiatique inexistante, en tout cas dans les JT. Alors, ça pose la question, qu'est-ce qu'une information pour un JT ? Qu'est-ce qu'une information ? Je pense qu'en l'occurrence, pour les JT,
une information, ça aurait été des incidents graves. Oui. Ça, c'était une là, on en information. a entendu parler. Mais une manifestation de génération identitaire qui se passe bien, c'est pas une information. C'est plutôt une information dont on apprend à ne pas parler dans les écoles de journalistes. Mais ce qui est marrant, c'est que Nassira El Moadem, pour elle, c'est une preuve de la banalisation de l'extrême droite. C'est incroyable. Alors, on a quand même des médias qui ont parlé, évidemment, de cette manifestation. Peut-être pas les JT, mais d'autres l'ont fait. On a par exemple RTL qui tweet « Manifestation de génération identitaire, aucun incident grave à déplorer ». Et on va écouter le reportage de RTL sur cette manifestation. Le mouvement anti-immigration a manifesté contre sa future dissolution décidée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Un bon millier de personnes se sont donc rassemblées place d'Enfer Rochereau avec une très forte mobilisation policière. Il faut dire que les autorités craignaient des affrontements avec des militants antifascistes. Alors, Sinamir, vous êtes sur place. Il y a eu quelques échauffourées, c'est vrai, mais pas d'incident vraiment grave. Hein. Non, il faut dire que la place d'Enfer Rochereau avait été complètement quadrillée pour ce rassemblement à risque. Quelques dizaines de militants d'ultra-gauche ont tout de même tenté d'approcher pour se faire entendre, tenter de répondre à leur façon aux slogans anti-islam et anti-immigration scandés toute l'après-midi autour de la sculpture du Lion de Belfort. Ils ont donc été écartés, parfois interpellés pour une vérification d'identité, ce qui a permis au groupuscule d'extrême droite de poursuivre son rassemblement. Durant 3 heures, Gérald Darmanin a évidemment été pris pour cible à la tribune. Quelques figures médiatiques d'extrême droite actuelles ou anciennes, comme Florian Philippot, avaient fait également le déplacement pour l'occasion. Aucun membre du Rassemblement national, en revanche, n'était présent, façon de ne pas s'afficher directement avec ces jeunes activistes d'ultra-droite, adeptes des actions coup de poing, à la limite de la légalité. La dissolution de ce mouvement sulfureux devrait désormais être présentée dès ce mercredi en Conseil des ministres. C'est à déguster, hein. C'est un festival, un combo de tout ce qu'on peut dire. D'abord, la moitié du temps est consacré à la contre-manifestation. Donc il y a quelques dizaines de contre-manifestants, il y a quelques milliers de manifestants, mais 50-50. Ensuite, on explique quand même, on est bien obligé de dire que les manifestants, à un moment, ils viennent agresser la manifestation, les contre-manifestants. Oui, les antifas. Les antifas viennent agresser la manifestation, mais on justifie, parce qu'il y a des slogans, quand même, il y a des slogans contre l'immigration, il y a des slogans contre l'islamisation, donc ça justifie l'agression. Pour le journaliste, c'est leur manière de répondre aux slogans haineux, en fait. Voilà. C'est incroyable. Ah oui, là, c'est des jeunes... c'est des jeunes qui prennent leurs responsabilités contre des slogans haineux. Faut les comprendre. Et puis, il y a le choix du vocabulaire. Quand il y a une manifestation d'une association de gauche, y compris des manifestations tout à fait illégales, ce sont des associations qui interviennent. Ce sont des ONG. Oui. Des humanitaires. Là, c'est des groupuscules. D'ultra-droite, d'extrême-droite. D'ultra-droite, d'ultra-extrême, extrême-droite, enfin j'en passe. Donc le vocabulaire diabolisant, c'est sulfureux. Oui. Là, le journaliste, il fait le combo total, quoi. C'est fou, ils ont un dictionnaire. Il a quand même un certain talent parce que en 2 minutes ou même 1 minute, il arrive à tout caler, quoi. Ah, c'est bien. Franchement, c'est exceptionnel. Ils sont pas mauvais, RTL. C'est exceptionnel et on voit qu'effectivement, ils attendaient des incidents graves qui n'ont pas eu lieu. On le voit aussi, alors France Info qui a parlé aussi d'échauffourées en fin de manifestation avec le groupuscule d'extrême droite. Enfin, tous les médias ont globalement repris ce vocabulaire-là. Et il y a eu un fait médiatique qui a été évident à analyser pour nous dans cette émission. C'est bien entendu le faux salut nazi, puisque une capture d'écran d'un moment d'une vidéo diffusée par Valeurs Actuelles semble montrer ce qui pourrait s'apparenter de loin à un salut nazi. Ça a d'ailleurs été noté par Catherine Gastet, un grand reporter au Parisien. Oui, donc j'arrive là, c'est une autorité qui parle d'un salut... Une autorité morale. Grand reporter au Parisien, une autorité morale. Et qui parle d'un salut nazi bien identifié, sauf que Jean-Yves, c'est plus compliqué que ça, évidemment. C'est un arrêt sur image, tout simplement. Oui. Et donc, quand vous parlez un peu avec les mains, il suffit d'arrêter la main si la main est là, c'est un lancement de slogan en fait. Oui, voilà. Bon. Et donc vous arrêtez la main à un moment donné et puis ça y est, c'est bon. Vous pouvez le faire absolument pour tout le monde. Ouais. Absolument pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que
Donc c'était en reprenant donc un slogan, donc un peu comme dans les stades de foot, finalement on bouge les bras, bon voilà. Et cette fausse nouvelle, eh bien Catherine Gasté du Parisien, elle n'a pas été la seule à la propager. On va le voir sur France Info avec Ali Badou. Toutes les associations. Non, répondez sur génération identitaire. Je réponds. Si vous arrivez au pouvoir, vous dissolvez ou pas? Moi non, parce que d'abord, j'entreprendrai la dissolution de la LDNA. Alors attendez, on va pas faire la liste de tout ce que vous voudriez dissoudre, ce que vous ne dissolvez pas en l'occurrence, même si dans les manifestations de génération identitaire, on a vu des gens faire le salut nazi par exemple. Si c'est le cas, il doit être condamné farouchement et sévèrement par la loi et la justice. Pour moi, c'est très clair. Pour Ali Badou, il y a bien eu salut nazi. Ah oui, mais Ali Badou, moi, on peut lui faire un salut nazi aussi. Il suffit de faire un arrêt sur image, là où on vient le voir, et on va trouver quelque chose qu'on pourra interpréter comme un salut nazi. Voilà, comme vous pouvez le faire pour tout le monde. Non, en tout cas, il affirme avec, c'est vraiment un ton péremptoire. Il y a eu salut nazi dans cette manifestation. C'est incroyable. Et Jean-Yves, il y a eu quand même des grands absents sur cette question du salut nazi. Ce sont les fameux fact-checkers, les décodeurs, qui se sont manifestés après la bataille. Il y a quand même eu l'AFP Factuel qui a fait un article disant qu'il n'y avait pas eu de salut nazi. Ils sont arrivés un peu tard quand même. Oui, enfin, on va reconnaître qu'ils l'ont fait. Ils avaient été sollicités d'ailleurs, en l'occurrence. Ah oui, à plusieurs reprises. La Réinfosphère leur avait dit, mais alors les gars, là, on décode un peu. Bon, il y a l'AFP Factuel qui l'a fait. Bon, voilà. Alors évidemment, avec le retard, c'est-à-dire une fois que le mal est fait, bien sûr. Bah oui, parce que ça a été repris par Alexis Corbière, Jean-Luc Mélenchon, bien etc. Sûr. Et c'est toujours la même chose, mais c'est le décodage qui arrive après la bataille, quoi. Oui, mais le décodage, il arrive toujours un peu après la bataille, malgré tout. Oui, voilà. C'est vrai. Alors là, ils ne sont peut-être pas précipités, mais ils l'ont fait. Voilà, surtout que c'était pas compliqué à faire. Non, voilà. C'est pas compliqué à faire. Il n'y a pas de recherche. Il suffit de regarder l'image mouvante. Voilà, c'est très simple. Ils auraient pu le faire en 20 minutes, ce décodage. Oui, bien sûr. C'est vrai. Ils ont fait plus de temps. En attendant, Jean-Yves, on suivra avec attention l'actualité concernant Génération Identitaire. Théoriquement, ça devait être ce mercredi que la dissolution devait être prononcée. Finalement, ça n'a pas été le cas. Peut-être que ça sera le cas la semaine prochaine. Affaire à suivre. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Mais avant, je crois que vous avez quand même un coup de chapeau, Jean-Yves. Le coup de chapeau à Génération Identitaire qui se défend, qui se bat, qui défend ses libertés, qui ne défend pas ses libertés, qui défend nos libertés, qui défend notre identité. Et voilà, ça mérite bien un coup de chapeau. Oui, surtout qu'ils font face quand même à de la grosse désinformation médiatique. Donc on risque d'avoir encore de l'actualité à analyser dans les prochains immédiats. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et Jean-Yves, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.